Il y a plusieurs types de mentalités, mais moi, je vous rappellerai deux paradigmes parmi ceux-là, c'est-à-dire le paradigme britannique et le paradigme français, qui sont très importants. Madame Marois nous l'a rappelé encore récemment en disant que les Anglais, il n'y avait pas d'allure, là. Hein? Elle a dit le multiculturalisme, c'est épouvantable, ça ne marche pas. Hein? Ou le reste du Canada qui dit ouais, il y a un républicanisme au Québec, on n'aime pas ça. Tu sais, constamment, les deux paradigmes se lancent la balle. Alors, mais prenons une distance de ces débats rhétoriques, parce qu'évidemment, c'est de la rhétorique, et rappelons de quoi il s'agit. Un des premiers à avoir parlé de ça, plus près de nous, là, je ne ferai pas l'historique, c'est David Martin, qui est un sociologue britannique, puis qui a observé une dynamique différente dans les pays où le catholicisme était dominant et les pays où le protestantisme était installé souvent avec d'autres groupes religieux, y compris catholiques, comme c'est le cas en Angleterre, par exemple. Alors, la dynamique, grosso modo, et si on prend l'exemple le plus connu qui est la France, ce qui caractériserait la France, mais ça se module différemment à travers l'histoire, c'est une concurrence entre un État laïque et une vision catholique des choses. C'est une concurrence de deux pouvoirs. On appelle ça, et à une certaine période de l'histoire de France, ça a pris la forme de la guerre des deux Frances. Hein? Et c'est une vive opposition qui ressurgit parfois selon les gouvernements en place, selon les élites en place et selon aussi les conceptions de la laïcité. Alors, cette exclusivité des deux États, ça fait en sorte que la laïcité en France, par-delà toutes les subtilités juridiques dont on a parlé avec M. Morin, elle a développé quand même une dynamique très philosophique, hein, parce qu'elle voulait concurrencer un ethos religieux. Donc, c'est devenu une laïcité, par exemple, où l'idée d'émancipation des religions tenait une place importante. Hein, c'est pas neutre, ça, là. Hein, il faut s'émanciper des religions. Hein, et c'est très fort encore aujourd'hui dans certains discours sur la laïcité. Et les pays à dynamique protestante renverraient plutôt à ce qu'on appelle une sécularité, qui est un autre mot pour parler d'une sorte de séparation, peu utilisé en français, mais quand même, et où il y aurait une logique davantage pluraliste et beaucoup moins frontale. Ce qui fait que très tôt, vous savez, la flexibilité anglo-saxonne renvoie plus ou moins à ça. Quand depuis longtemps tu fais affaire à une pluralité de groupes religieux et qu'il n'y a pas un pouvoir externe au pays, comme c'est le cas au Vatican pour le catholicisme, il y a moins d'attitude défensive, si vous voulez. Grosso modo aussi, mais là, évidemment, des paradigmes, hein, c'est toujours des raccourcis. Dans les pays protestants, l'État cherche à dominer les religions beaucoup. J'ai entendu ça d'ailleurs dans l'exposition de M. Morin, c'est sans doute une influence de l'Angleterre. Alors que, il faut se souvenir que c'est les princes hein, qui ont trouvé beaucoup d'avantages au début dans le protestantisme parce qu'ils trouvaient leur distance à l'égard de Rome et reprenaient le contrôle de la religion sur leur territoire. Ah, donc, les églises protestantes tiennent à leur indépendance. Hein? Alors que dans les pays catholiques, c'est l'État qui se bat pour son indépendance parce que l'Église catholique a des grandes ambitions de définir la vie dans toutes sortes de dimensions, etc. Alors, donc, c'est des logiques. Hein? Et écoutez, ça nous traverse au Québec. Les deux logiques sont présentes au Québec. C'est ça qui est particulier. Et les collègues qui travaillent le droit voient à quel point hein, on peut évoquer la France, mais on a toute une façon de fonctionner à la britannique. Alors, vous savez, la rhétorique qui dit, là, le multiculturalisme, l'Angleterre, c'est d'autres choses, là, c'est pas tout à fait vrai. Hein? On est traversé par les deux courants. Un dernier exemple de ces paradigmes, c'est ce qu'on appelle la tension entre le common law britannique et le républicanisme de type français, qui est beaucoup plus centralisateur et qui n'aime pas trop qu'il y ait trop d'affaires diversifiées sur son territoire, alors que le common law, c'est très flexible. À cet égard-là, j'ai un exemple extraordinaire, anecdotique, mais j'étais en Angleterre, à un moment donné à Oxford, et puis je rencontre un grand spécialiste de la religion à l'école. Puis là, je lui demande, c'est qui pour vous les experts phares en Angleterre sur la religion à l'école? Alors, avec un petit sourire à la britannique, très ironique, il me dit en anglais, évidemment, « Madame,
Il n'y a pas d'experts influents en Angleterre sur la question de la religion à l'école. Ce sont les parents qui sont... évidemment, il y en a des experts de la religion à l'école en Angleterre, mais pour lui, il insistait pour dire « nous ne dominons pas ». Alors que dans la logique française, c'est un projet pour tous, un seul projet à bien des égards, même s'il y a une diversité. Alors, donc, il y a une différence de fonctionnement et on peut dire que le common law britannique est reconnu pour être plus flexible, plus respectueux des coutumes diverses et ne cherche pas à centraliser tout. Alors, mais il y aurait 4 grands modèles descriptifs. Ce qu'on appelle l'Église ou les Églises établies. Ensuite, le deuxième modèle, les statuts particuliers accordés aux religions. Et en Occident, c'est surtout les Églises, mais il y a aussi l'islam de plus en plus, parfois, et le judaïsme. Le troisième, c'est le système des piliers. Et le quatrième, c'est la laïcité, ou la séparation très affirmée, comme dans le cas états-unien, toujours conjuguée à divers types de reconnaissance. On ne trouve pas actuellement dans le monde un régime de laïcité stricte dans le fonctionnement. Sauf peut-être les pays communistes athées, mais là, comme l'athéisme est professé, est-ce que ce n'est pas une laïcité? Alors, dans le premier cas des églises établies ou d'une église établie, les pouvoirs politiques, qui sont autonomes, s'accommodent bien d'églises établies officielles statutaires. Alors, le modèle le plus connu, c'est la Grande-Bretagne, bien entendu, son chef étant, comme on l'a rappelé ce matin, la reine Élisabeth elle-même. Ou il y a des églises nationales, comme en Écosse, comme dans certains pays nordiques. Alors, ce type de reconnaissance peut trouver plusieurs expressions, plusieurs formes de support de l'État. Mais là, on s'y perd. Le support de l'État, financier. Là, vous entrez dans des dédales incroyables. Et pour vous montrer à quel point la déroute est totale, si vous comparez l'Angleterre et la France, d'accord, sur la question du support financier. L'Angleterre a une église établie. En tout cas, ça dépend quoi, mais l'Angleterre ne finance pas les lieux de culte. La France est laïque, mais elle finance les lieux de culte catholiques. Alors, la notion de religion établie, vous l'avez compris, elle n'est pas très claire, elle n'est pas très nette. D'ailleurs, ça a toujours été très difficile de définir ce qu'il en était au Canada. Est-ce que ça prend une déclaration officielle pour le dire? C'est vrai qu'il n'y a pas de religion établie officiellement au Canada. Et ça a été dit dans les années 50, dans la jurisprudence, le reconnaissant encore plus officiellement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de collaboration avec les églises chrétiennes. David Martin, que je vous citais tout à l'heure, parlait au Canada de shadow establishment. Une religion établie de l'ombre. Elle n'est pas nommée, mais elle est là. Alors, et elle est là de plusieurs manières, mais évidemment, tout ça est remis en question et toujours renégocié, comme c'est le cas en ce moment, puis c'est vrai, c'est le cas aussi dans plusieurs pays. Bon, maintenant, le deuxième modèle des statuts particuliers. Les statuts particuliers, en France, il y a l'Alsace-Moselle qui a été évoquée tout à l'heure, qui est une région concordataire encore, et où je pense, M. Morin, que non seulement les pasteurs protestants sont rémunérés, mais aussi les prêtres catholiques et les rabbins. Et il y a des grosses facultés de théologie, et il n'y a personne en France, il y a sûrement des gens qui remettent ça en question. Le rapport Stasi disait, l'Alsace-Moselle, on garde ça comme ça, c'est très bien. Et à ma grande surprise, en 2003, la France disait, ouais, mais il faudrait peut-être faciliter l'exemption des cours confessionnels à l'école, par exemple, en Alsace-Moselle. Vous savez, on était en France laïque, là. Ça veut dire qu'on était rendu plus loin au Québec sur les questions d'option et d'exemption déjà. Alors, le dédale continue. L'Allemagne est un bel exemple de collaboration parce que les églises protestantes et catholiques sont reconnues comme corporations de droit public. Elles jouent des rôles extrêmement importants dans la santé, au niveau social,
Et à cause du rôle qu'elles ont joué après la Deuxième Guerre mondiale, le peuple allemand est très attaché à ces rôles-là, même si plusieurs d'entre eux ne procèdent plus par rite de passage. Ce qui est intéressant, et il y a plusieurs Länders en Allemagne qui sont pluriconfessionnels. Par exemple, à l'école, il y a encore beaucoup d'enseignements confessionnels en Allemagne, mais il y a beaucoup de choix aussi et d'autonomie dans les Länders. Et parfois, on ajoute des options pour d'autres religions. Et on insiste en Allemagne sur une formation très forte des maîtres qui doivent enseigner la religion. Au moins 5 années universitaires. Ce ne sont pas des églises établies, mais elles sont nommées sur le plan constitutionnel comme des partenaires. Comme des partenaires. Troisième modèle, les piliers. Le système des piliers, on le trouve au Benelux, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Ce sont des pays qui reconnaissent un certain nombre de religions et de convictions et qui financent une partie de leurs activités et de leurs institutions. Alors, ces piliers sont des mondes institutionnels et religieux et en principe, l'individu s'inscrit dans l'un d'entre eux de la naissance à la mort. Il y a des écoles qui appartiennent aux piliers, il y a des associations, il y a même des universités, etc. Ce qui est très particulier, c'est que la Belgique reconnaît un pilier laïque et a développé toutes sortes de stratégies. C'est pour ça que l'Université libre de Bruxelles incarne ce pilier laïque. Donc, la laïcité en Belgique, ce n'est pas une option constitutionnelle pour tout l'État. En tout cas, pas encore. Évidemment, on verra dans les 50 prochaines années, mais pour eux, c'est un pilier convictionnel. Et il y a des maîtres qui sont formés pour enseigner la philosophie laïque, et il y a des maisons de la laïcité pour orienter les gens qui s'inscrivent dans ce pilier. Qu'est-ce que ça peut comporter un pilier? Bien, notamment, on rémunère les leaders religieux. On aide plus ou moins les bâtiments des lieux de culte. Ça dépend des ententes. J'arrive au quatrième modèle, laïcité et séparation. Alors, si pour le moment, on dit laïcité pour les pays qui ont une déclaration quelconque de laïcité, évidemment, la France est la plus connue. Moi, de la manière dont je comprends ce modèle, vous savez, parfois, j'ai l'impression qu'on perd de vue au Québec que notre concept de laïcité ouverte, il a été initié à l'intérieur d'un débat très précis, qui est celui de l'école à cause de Jean-Pierre Proulx. C'est là où on trouve, pour la première fois dans des textes, non pas de l'État, mais en tout cas d'un comité chargé d'aviser l'État, une commission, le comité d'études de la religion à l'école, la proposition d'une laïcité ouverte. C'est très, très précis, ça, et c'est très rigoureux. Pourquoi? Parce que sur la question de l'école, la France est vraiment très restrictive. L'école publique, c'est le foyer de la laïcité française. Si vous sortez de l'école, là, vous êtes tout mêlé, là. Parce que la laïcité n'est pas si nette que ça dans d'autres domaines. Mais la laïcité scolaire en France, c'est presque une religion. Alors, il est vrai que le rapport Proulx proposait une laïcité ouverte scolaire, notamment en proposant de maintenir une discipline sur la religion. Ce que les Français, par instinct, pas tous évidemment, il y a des débats, mais c'est très ancré dans la mentalité française, une discipline sur la religion à l'école. Vous savez, ça serait comme suggérer aux citoyens de la France que la religion a une signification dans la vie et que, moi j'ai vu des spécialistes de la religion en France laïque avoir une véritable expression de dégoût à cette idée d'une matière qui viendrait suggérer que la religion a un sens dans la vie, que c'est une vision de la vie, approche plus phénoménologique, finalement, plus propre à l'Angleterre. Et là-dessus, je pense que nous sommes largement influencés par l'Angleterre, pas par le système global anglais, britannique, qui est très décentralisé, mais par la manière de voir beaucoup plus flexible, moins défensive de l'enseignement de la culture religieuse à l'école. Donc, là-dessus, le paradigme dans lequel nous nous inscrivons est beaucoup plus séculier que laïque à la française. La laïcité française, donc, c'est une neutralité qui a tendance à prôner une neutralité philosophique, une philosophie du citoyen, fondée sur le projet rationnel des Lumières. Et actuellement, la France reconnaît beaucoup plus les religions que le Québec.
Parce que je peux vous dire, moi, que depuis la réforme scolaire, ce qui concerne l'animation spirituelle dans les milieux de la santé, il y a eu toutes sortes de décisions qui ont été prises. Le Conseil du statut de la femme fonctionne depuis quelques années sans jamais consulter des experts sur la religion ou des représentants, sinon de manière informelle. Il y a le Comité aux affaires religieuses au ministère de l'Éducation qui, lui, a gardé cette souplesse-là, hein, avec des représentants experts et des leaders religieux. Mais dans le reste du fonctionnement de l'État, il y a une sorte de rupture informelle qui m'apparaît problématique, mais qui fait que si on se compare à la France, on est beaucoup plus laïque à cet égard-là. La France a créé des représentants, consulte les vis-à-vis catholiques, protestants, juifs, musulmans et autres de manière fréquente et avec beaucoup de respect de ce qu'ils représentent. Par ailleurs, la France est très allergique aux nouveaux mouvements religieux, d'où la logique assez forte en France anti-secte que nous n'avons pas en Amérique du Nord. Voyez-vous, alors, tu sais, c'est quoi être laïque? Hein? Nous sommes toujours dans ce dédale de complexité. Les États-Unis prônent une séparation. Bon, est-ce qu'il s'agit d'une laïcité? Certainement pas à la française, puis c'est plutôt le concept de secularism aux États-Unis. Et je dirais que c'est une dynamique à la protestante, même s'il y a une forte population catholique. C'est-à-dire que cette séparation-là, elle est surtout importante pour les groupes religieux qui ne veulent pas que l'État s'ingère dans leurs affaires. Et c'est pour ça que depuis le 18e siècle, il y a des fondations, il y a une capitalisation des biens des groupes religieux phénoménale qui font, par exemple, que les universités privées, comme Harvard, qui est une université protestante, mais qui est sans doute une des plus prestigieuses aux États-Unis, c'est une université privée protestante et milliardaire. Hein? Alors forcément, elle ne veut pas que l'État s'ingère trop là-dedans, mais vous voyez, quelle séparation! Alors, c'est une séparation plutôt d'indépendance réciproque, mais vous savez très bien qu'il y a toutes sortes de mentions du théisme dans la sphère publique, hein, Dieu dans... Alors, j'ai parcouru les modèles, je vais faire ma conclusion. Alors, ce qui caractérise, je pense, le moment actuel dans les débats sur ces questions-là dans plusieurs pays, c'est, je vous dirais, la fin d'un contrat explicite ou implicite. Jusqu'à tout récemment, vous savez, il y a très, très peu d'experts, sauf les juristes, puis même les juristes très spécialisés, qui connaissaient le détail du fonctionnement des rapports entre religion et État. Très, très peu. Et même, c'est encore le cas. Il y a tellement de niveaux d'interaction que c'est très difficile de maîtriser les modalités de ces rapports. Alors, nous sommes en train de sortir de cette informalité où, je vous dirais, de ce pris pour acquis des choses, et nous les questionnons. Nous les questionnons à cause du nouveau pluralisme, je préciserai encore une fois, non chrétien. Hein? Tant que les migrations étaient européennes, de type chrétien, même du Moyen-Orient, vous savez, ce partenariat plus ou moins implicite, il se maintenait parce qu'on était entre nous. Hein, mais là, avec les nouvelles religions comme le sikhisme, l'hindouisme, l'islam, les minorités religieuses qui s'affirment, les témoins de Jéhovah étant historiquement au Canada les plus militantes pour défendre les droits des minorités, comme Jean-Pierre le rappelait, mais il y en a d'autres. Hein, il y a l'Église adventiste du 7e jour, il y a plusieurs petites minorités très actives pour pousser et avoir leur espace, hein, eh bien, tout ça est en train de se renégocier. Tout ça est en train de se renégocier avec plus ou moins je vous dirais, de prudence ou de réserve. Actuellement, plusieurs pays produisent des rapports sur toutes ces choses-là. Le Luxembourg, la France, la Belgique, l'Angleterre en avait produit un dans les années 90. Des rapports et la commission Bouchard-Taylor se voulait un rapport assez global, mais sur une question particulière. Le rapport Proust sur la religion à l'école. On réfléchit, puis la question est commune, comment aménager le pluralisme? Et la grande question qui se pose, à mon avis, et qui est assez nouvelle, finalement, on est à pied d'œuvre pour répondre à cette question-là, c'est comment va-t-on équilibrer les droits individuels
ou bien la liberté de conscience et de religion, et la reconnaissance ou la collaboration avec des ou les religions? C'est ça la grande question. La grande question, c'est quelle conception de l'égalité allons-nous promouvoir? Et quelle conception de la liberté? Et comment va-t-on favoriser l'une avec l'autre ou l'une contre l'autre? Et dans le projet de charte, c'est ça qui est en jeu. Hein? Le crucifix, hein, c'est une expression qui demeure, mais il y en a beaucoup d'autres au Québec. Hein. On parle juste de ça, mais des crucifix, là, il y en a pas mal au Québec, dans plusieurs lieux. Hein. Moi, j'en ai vu pas mal. Puis il y a d'autres choses que des crucifix. Alors, comment va-t-on gérer ce rapport à une religion qui est encore très majoritaire et qui a été marquée historiquement la vie collective? Comment va-t-on gérer les libertés individuelles, l'égalité? Est-ce que c'est l'égalité entre toutes les religions ou c'est l'égalité homme-femme? Quelle égalité? Hein? Alors, ma conclusion, c'est que le projet de charte actuel s'inscrit dans les efforts qu'on trouve dans plusieurs pays de réfléchir sur cet aménagement, mais je pense qu'on n'y trouvera jamais toutes les réponses. On va rester encore dans des principes qu'il faudra de toute façon appliquer de manière plus ou moins formelle.